Inès et la Tribune présentent le 18-19 d'Edwige Chevrillon. Vous êtes bien dans le 18-19. Mon premier invité, c'est Jean-François Rial, il est le PDG de Voyageurs du Monde. Bonsoir Jean-François Rial. Bonsoir. Merci d'être là. Beaucoup de questions à voir avec vous. D'abord, on va quand même rêver un tout petit peu parce que c'est les vacances. On a envie de savoir, parce que Voyageurs du Monde, c'est l'as du voyage sur mesure. Vous allez nous expliquer quelles sont les destinations. D'abord, les Français, ils ont envie de voyager, mais quelles sont les destinations? Je crois que notamment, par exemple, les États-Unis, c'est une véritable catastrophe. C'est la chute libre. Mais avant, d'abord, vous avez entendu que Salgavo, avec nos amis et nos confrères de l'Express, il y a une réunion de patrons en colère. On entendait à l'instant Patrick Martin, le président du MEDEF, qui disait déjà dans une interview, il y a la marée qui monte de mécontentement. Est-ce que vous le sentez? Puis est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde, Jean-François Rial? Vous êtes coté, vous êtes un grand groupe. Bah oui, parce que si vous voulez, quand vous êtes entrepreneur, quand vous êtes dirigeant d'entreprise, vous avez besoin de visibilité. Et aujourd'hui, on a des visibilités sur rien. On n'a pas de la visibilité sur la conjoncture économique française, sur la situation politique française, sur le budget, sur le fait que toutes les réformes structurelles dont on sait qu'on a besoin, elles sont sans arrêt reportées, pas mises en place. Il nous faudrait un Mario Draghi, qui vienne un peu nous secouer. Et puis par ailleurs, on a une situation internationale qui est quand même pas simple. Et la plupart des entrepreneurs n'ont pas une activité qu'en France. Donc aujourd'hui, c'est compliqué d'être entrepreneur parce que vous avez une visibilité de 0 pour l'année prochaine. Et quand on voit que on dépense 58% de la richesse nationale en dépenses publiques, et que malgré ces dépenses, des recettes de 48 ou 50% de la richesse nationale, on a des recettes d'à peu près la moitié de la richesse nationale. Malgré ces recettes, on perd entre 150 et 200 milliards d'euros sans investir sur les industries de l'avenir et sans réformer des choses comme l'éducation, dont on sait que les professeurs sont globalement mal payés. Donc en fait, dans tout ce qui est avenir, on n'investit pas et on perd de l'argent. Il y a de quoi être inquiet, c'est-à-dire qu'en fait, on vit un déclassement. Et d'ailleurs, quand on parlait des États-Unis qui s'écroulent, bien sûr, il y a des gens qui veulent pas aller aux États-Unis parce qu'ils veulent marquer... de voyage, je précise quand même. Voilà, ils veulent marquer leur réprobation du système de M. Trump, mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait que le pouvoir d'achat des Américains est devenu tellement important par rapport à celui des Européens que lorsque vous êtes français, britannique ou allemand et que vous voyez aux États-Unis, vous n'avez plus les moyens de financer votre train de vie quotidien parce que c'est très très cher. Du coup, les Français et les Européens vont beaucoup moins aux États-Unis parce que c'est trop cher pour eux, sur place. Et ça, c'est le symbole de notre déclassement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on passe notre temps à avoir des débats, quand j'entends un certain nombre de débats sur l'augmentation des impôts, que ce soit des particuliers ou des entreprises, alors qu'on sait très bien, tout le monde le sait, tous les gens censés le savent, qu'il faut qu'on agisse sur les dépenses. Tout le monde le sait. Oui, mais alors, attendez, Jean-François Rial, vous êtes classé en tous les cas comme un patron de gauche, vous êtes d'accord avec moi? Oui. Donc, les dépenses publiques, justement, taxer les entreprises, ça fait partie un peu de la feuille de route, historiquement, de la gauche. Oui, mais... Alors, est-ce que oui, bien sûr, mais qu'est-ce que c'est que la gauche? La gauche, c'est... Qu'est-ce que c'est que la droite? La gauche, pour moi, c'est redistribuer une partie des richesses pour protéger les plus démunis. Redistribuer une partie des richesses pour protéger les plus démunis. Bon, dans cette phrase, il y a redistribuer des richesses. Et donc, ça veut dire qu'il faut créer des richesses. C'est ça la première pierre. Si vous passez votre temps à redistribuer et à ne plus créer de richesses, voire à tellement redistribuer que vous tuez la création de richesses. C'est tout le débat entre la première et la deuxième gauche qui existe depuis 50 ans. Nous, ce qu'on dit, c'est d'abord commençons par créer des richesses. Et on sait très bien qu'au-delà de 50% de prélèvements obligatoires, on commence à détruire la fabrication de richesses. Et donc, finalement, être de gauche, c'est pas de vouloir tout le temps augmenter des impôts parce que ça baisse ses recettes et ça baisse sa redistribution. Ça, il y a une partie de la gauche, je vous confirme, qu'il a absolument pas compris. Mais il serait temps qu'ils le comprennent. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens nous proposent... moi, je crois que c'est jamais trop tard. Vous voyez les débats budgétaires actuels. C'est jamais trop tard. Vous savez, regardez,
on dépense 58% de la richesse nationale. Ok. Si Vous avez vu que on la réforme, baissait, quand même, ça y est, c'est acté là. Si. Il n'y a plus de réforme des retraites. Bah, bien sûr, c'est le souhait mais- du Parti socialiste. bien sûr. Oui, mais ça, c'est du court-termiste, c'est du calcul politique à court terme. Tout le monde sait très bien que non seulement Ah non, on va appliquer cette réforme des retraites et qu'on va aller demain beaucoup plus loin. Parce que si vous voulez, si vous baissez d'environ 10% vos dépenses sociales, Ouais. 10%, Ouais. sur 10 ans, allez, 1% par an, vous allez vous donner 150 milliards d'euros à peu près de marge de manœuvre. Et donc vous allez avoir un budget à l'équilibre et vous allez continuer, et puis je voudrais finir, et vous allez continuer à redistribuer 50% de la richesse nationale et non pas 58%, à avoir des dépenses publiques de 50% de la richesse nationale. Et donc vous allez rester très redistributif. Donc le problème, c'est pas... Le problème, c'est où trouver ce 1%. Ah ben c'est très facile. Bah non, mais On c'est le très sait. facile pour tout le monde, sauf que Mais c'est personne ne très le fait. facile, les retraites, c'est la moitié de ces dépenses qui sont... Il faut qu'on travaille plus longtemps. On peut supprimer l'âge légal, parce que c'est injuste, mais il faut qu'on travaille plus longtemps. On le sait. Il faut qu'on travaille plus. Et pourquoi ? Pour à la fois... Ça double gain. Double gain. Mais on est tous Vous d'accord. baissez les dépenses, vous baissez les Ici, dépenses du moins. et vous augmentez la richesse. Et en augmentant les richesses, vous redistribuez plus. Bah, c'est pas compliqué. Si la gauche ringarde, excusez-moi le terme, ne veut pas le faire, eh bien elle détruira la fabrication de richesses et elle baissera la redistribution auprès des plus démunis. C'est ça la vérité. On n'a plus le choix. On est en train d'être déclassé. On a une Europe qui dysfonctionne et on a un budget, des comptes publics qui dysfonctionnent. Bon, ben, on va se faire déclasser. Est-ce que vous... Mais ça, C'est pas compliqué. Et donc, qu'est-ce qui va se passer quand on se fait déclasser ? Jean-François Rial, est-ce que vous êtes prêt, vous êtes arrivé au point de vous dire deux choses. La première, est-ce que vous vous dites, tiens, puisque vous qui adorez voyager, puisque c'est votre existence même, eh ben, j'irais peut-être me mettre, je sais pas, au Portugal, à Milan, en Grèce, en Égypte. Mais moi, à titre personnel ? Oui. Non. Non, le parce siège que... de voyageurs du monde. Non, parce que mon histoire est en France, mes parents sont en France, mes amis sont en France, Mais le siège mes de la enfants boîte, sont de en France. l'entreprise. Donc je me battrai tous les jours Ok. pour qu'on réforme ce pays et qu'on empêche les extrêmes de prendre le pouvoir. J'essaierai de le faire. Maintenant, Donc vous faites votre pas question, partie de ces patrons qui se rapprochent du Rassemblement national. sûrement pas. Ça, alors là, ça va être très compliqué pour moi. C'est Et même vous êtes impossible. d'accord Bon. qu'il y a un petit flirt en ce moment. Mais bien sûr, il y a beaucoup de patrons qui discutent avec le Rassemblement national. S'ils peuvent les influencer dans le bon sens, tant mieux. Mais moi, ce ne sont pas mes valeurs, c'est pas mon histoire, et je peux pas faire ça vis-à-vis de mes collaborateurs, vis-à-vis de mes parents et vis-à-vis de moi-même. Donc, je ne le ferai pas. Maintenant, si vous voulez, moi, je crois que je vais pas lâcher l'histoire, c'est-à-dire que je vais me fâcher avec mes amis de gauche qui trouvent que je suis trop libéral, et je vais continuer de me fâcher avec mes amis de droite qui trouvent que je suis trop de gauche, parce que c'est ça la vérité, c'est qu'aujourd'hui je suis dans un environnement où je suis assez isolé, mais moi je crois que c'est possible. On finira par le comprendre, et les Français finiront par le comprendre. Moi j'en suis convaincu. Ouais. C'est une question de droite, temps. c'était le macronisme. Hein. Oui, alors ça a été de macronisme pendant les 5 premières années, oui, c'est vrai. Le deuxième quinquennat n'a pas fonctionné pour toutes les raisons qu'on connaît, mais ce qui est dommage, c'est que la politique de l'offre, qui est tant critiquée du président Macron, commençait à donner des résultats, on baissait le chômage, on avait une croissance un peu supérieure en France que dans le reste de l'Europe, et on est en train de tout détruire. Oui. C'est n'importe quoi, c'est une grave erreur. Alors, une question. Le seul manque du quinquennat du président Macron, c'est qu'il ne s'est pas assez attaqué, selon moi, Ah oui, aux le dépenses. deuxième quinquennat, Aux dépenses. peut-être qu'il manquait un tout petit peu de cap, on va dire ça comme ça. Jean-François Rial, tout à l'heure, Sébastien Lecornu était au Sénat. Il a dit la tâche est immense lorsqu'on voit effectivement la distance qu'il y a à parcourir entre le texte à proposer le gouvernement et le texte à renvoyer le Sénat, alors que sachant que la CMP, l'Assemblée nationale ne l'a pas voté. Il dit il faut à tout prix un budget à fin de l'année. Je cherche à éviter le désordre, etc. Est-ce qu'il faut un budget à tout prix, à vos yeux ou pas, bouquet de chefs d'entreprise? Il faut un budget. Il Mais ça serait n'a mieux... pas. C'est parce que c'est Bah, d'ici à la tout fin de prix. l'année. Bah, de toute Comme on est façon, le 17 décembre. D'ici la fin de l'année, non.
Ça serait mieux, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez passer par une loi spéciale qui vous fait le budget du mois de janvier, voire une deuxième loi spéciale pour le mois de février. Ouais. Et à un moment donné, tous les partis se mettront d'accord pour voter un budget. Ou alors, ils feront les hypocrites et ils accepteront tous un 49-3 déguisé. Ce qu'il faut surtout, c'est préparer 2027 pour qu'on ait un cap. Là, on fait du bricolage. Ce budget n'a aucune ligne politique, ni de gauche, ni de droite, ni libérale, ni de l'offre, ni de la demande. Il a une C'est un ligne budget de directrice, c'est quand même bricolage. l'augmentation quand même des impôts. On peut Oui, dire ça et comme beaucoup ça. trop, et beaucoup trop, alors qu'on sait tous qu'il faudrait attaquer le sujet des dépenses. Bon, bref, ils ont dû faire des concessions au Parti Socialiste, qui n'est plus le Parti Socialiste qu'il a été, qui n'est plus un parti social-démocrate pour moi tel qu'il l'était. C'est un parti qui est très, à mon avis, à côté de la plaque sur les sujets économiques, qui est complètement à côté de la plaque. Bon, très bien, c'est comme ça. Il faut qu'il fasse des concessions, mais c'est un détail de l'histoire. Ça va jouer en 2027, cette affaire, Oui, pas maintenant. on est encore en 2025, plus pour Mais très oui, longtemps, mais ça va de toute durer. façon, il ne se passera rien. Il ne se passera rien en 2026 de clair là-dessus. Et c'est pour ça que c'est très inquiétant pour les entrepreneurs, pour les entreprises, pour leurs investissements. Et par exemple, une entreprise comme la vôtre, elle va investir plus en 2026 dans les pays non français, Italie, Angleterre, États-Unis, Suisse, qu'en France. Et ça, c'est quand même pas bon pour la France. Alors, écoutez, on va respirer un bon coup quand même. Si vous en êtes capable, parce que je vous sens très remonté, Jean-François Non, Brial, mais en même temps, il y a de quoi. C'est dommage parce qu'on est dans un pays comment ça se fantastique et de présente, là potentiel dingue et on est en train, on se tire des balles dans le pied en permanence. Comment ça se présente chez nous? C'est ce qu'on a dit lors Là, de pour les nos- fêtes, là. Bien. Les gens voyagent. Le portefeuille 2026 est en légère croissance, comme on l'a dit il y a quelques semaines, mais ça reste sur des chiffres quand même qui sont relativement limités. On voit que les délais de réservation se raccourcissent très fortement, ce qui est une preuve de manque de confiance. Donc clairement, sur 2026, on est incapable de dire ce qui va se faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, franchement, ça fait 30 ans que je dirige cette entreprise, je suis pas bien capable de dire ce qui va se passer en 2026 Mais est-ce pour qu'on nous, peut dire quoi. quand même que les Français sont accros au voyage? Oui, Toujours. oui, ils sont accros au voyage, bien sûr, parce que c'est une tendance de fond très lourde, et pas que les Français d'ailleurs. On vient d'ouvrir en Suisse alémanique et on marche bien. On marche très bien aussi sur nos pays où on s'est installé, comme le Canada, l'Angleterre ou les États-Unis. Donc les gens veulent voyager, c'est vrai. Mais C'est devenu un produit de, entre guillemets, première nécessité. En plus, ils adorent l'ultra-personnalisation avec du contenu très particulier qu'on leur propose, y compris en dehors d'un contenu touristique lié à ce qu'ils aiment. Mais quand même, forcément, l'inquiétude sur les frontières, l'inquiétude sur leur pouvoir d'achat freine une partie des gens dans leurs intérêts de voyage. Il ne faut pas se raconter d'histoire. c'est quoi les destinations la favorite là pour les fêtes? L'Égypte. L'Égypte, c'est la folie. Oui. C'est la folie totale, l'ouverture du musée. Ouais. Il y a un effet aussi spécifique chez nous avec notre fameux bateau Steamship Soudan, qui est le plus vieux bateau du Nil. Mais quand même, il y a un intérêt pour l'Égypte qui est dingue, dingue. Le Japon reste toujours très très haut, très très haut. Un vrai intérêt pour le Japon depuis plusieurs années. Et puis, à contrario, les États-Unis, qui pour à la fois des raisons politiques, mais aussi des raisons de pouvoir d'achat, s'écroulent. C'était la première destination de voyageurs. Et aujourd'hui, elle est à moins 40%. Donc, c'est quand même très, 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 oui, là, c'est très sévère, moins 40%. Et j'ai les chiffres de tous mes confrères, hein, bien sûr, hein, dans le cadre des chiffres que nous collectons dans le syndicat des voyagistes, qui est le CETO. Et on est tous sur la même tendance. Et les pays européens également, c'est-à-dire que les Allemands vers les États-Unis, par exemple, qui sont un énorme porteur, c'est des chiffres à peu près similaires. Et la France, elle reste une destination touristique importante? Alors, nous, on a une activité limitée en France, à part avec bien Terre sûr. d'Aventure sur les randonnées où on est très fort, mais c'est des voyages qui s'inscrivent plutôt au printemps pour l'été, donc tardivement, donc on n'a pas de tendance. La France reste dans le peloton de tête des destinations mondiales, dans le trio de tête des destinations mondiales, avec l'Espagne, l'Italie et les États-Unis. Il y a une vraie demande et d'intérêt pour la France. Je vois qu'à Paris, dont j'ai présidé l'Office du tourisme pendant 3 ans, reste très très fortement visité par les visiteurs étrangers, Malgré et en ce qui se passe au particulier Louvre. par les Américains, parce que c'est l'effet inverse, c'est-à-dire que eux là, ils sont les rois du pétrole, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont une parité de pouvoir d'achat de 1,5 à 1 par rapport à nous. Quand ils viennent ici, rien n'est cher pour eux. Donc ils en profitent. Et Paris et la France restent quand même
une destination très aimée par l'ensemble de ceux qui voyagent dans le monde entier. Comment est-ce que question un peu annexe mais importante quand même, comment l'intelligence artificielle impacte justement votre business? Parce que si j'ai envie de voyager, moi j'en connais plein qui posent la question sur ChatGPT ou le chat, qui disent voilà, je cherche un endroit où il fait beau, pas trop chaud, où il y a la mer, la montagne, puis la réponse tombe. Je sais pas, en l'occurrence c'était les îles Féroé, et du coup boum, toute la famille est partie aux îles Féroé. Ouais. J'imagine qu'à ce moment-là on se dit tiens, ça coûte moins cher que avoir un voyage sur mesure par Voyageurs du Monde. Alors en fait, oui et non, parce que d'abord ça coûte pas moins cher d'acheter et de trouver via ChatGPT que de le faire soi-même ou de le faire par une agence. Ça c'est un autre sujet. Le vrai sujet, c'est la publicité que vous fait les réseaux internet. C'est-à-dire qu'en fait, Google est très fortement touché par un changement radical sur le search. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle pour changer les outils et faire à la place un agent de voyage ou n'importe quelle activité de service. Mais en réalité, la première révolution qu'on est en train de vivre sur l'intelligence artificielle, c'est sur le search. Et aujourd'hui, effectivement, si vous n'êtes pas bien positionné sur les réponses des prompts des internautes sur les outils de search, vous vous pénalisez. Et qu'est-ce que c'est en train de faire? C'est en train de remplacer ce qu'on appelait le SEO, c'est-à-dire la recherche naturelle sur Google. Et là, globalement, parce que c'est très compliqué et ça change tous les jours, vous avez une prime aux grandes marques. Les marques très connues ont un bonus. Oui, c'est clair. Et donc chez nous, par exemple, les marques Terre d'Aventure et Voyageurs du Monde, qui sont très connues, répondent très très bien sur l'IA. Donc on a énormément de demandes de gens qui viennent des IA. Et donc, de ce point de vue-là, c'est plutôt un bonus pour nous. D'accord. Pour l'instant. Pour l'instant, c'est plutôt Voilà. bien. Et tiens, une question, parce que on sait que vous êtes un grand écologiste. Vous êtes très écologique. Vous étiez même venu la dernière fois à parler du livre que vous aviez écrit sur l'écologie. Comment est-ce que vous réagissez? Est-ce que vous diriez qu'il y a un grand bond en arrière sur l'écologie là? La décision de Bruxelles hier, petite décision sur la voiture électrique. Mais on sent quand même que l'écologie, c'est moins l'ordre. Avant, tout le monde n'avait que ce mot à la bouche. Là, c'est beaucoup moins vrai. Bah oui, il y a un énorme bond en arrière sur l'écologie en Europe et aux États-Unis. Je pense que M. Trump n'a pas aidé. D'ailleurs, les émissions de CO2, qui ne sont pas le seul sujet de l'écologie, qui baissaient en Europe et aux États-Unis, repartent à la hausse. Oui, mais en France, dans tous les cas, on est plutôt un bon élève. Oui, mais on est un bon élève en valeur absolue. Mais on est en train de devenir un élève moyen en valeur relative, parce qu'on est censé baisser et on commence à remonter. Donc, et puis, il n'y a pas que l'électricité. C'est-à-dire qu'on est un très bon élève sur l'électricité, mais l'électricité, c'est 25% du mix énergétique. Il en reste 75% sur les hydrocarbures, plus qu'on émet avec l'agriculture. Et sur ces sujets-là, qui dominent beaucoup plus que l'électricité décarbonée, on est un mauvais élève. On va pas se raconter d'histoire. Alors, il y a un pays qui fait le chemin inverse, c'est la Chine. La Chine, elle investit sur toutes les technologies vertes. Elle a atteint son pic d'émissions, elle est en train de baisser, donc elle est en train de préempter toutes les technologies écologique, et donc elle est en train de, comme elle l'a fait sur le solaire, elle va le vendre au monde entier. Donc je pense qu'on fait une très grave erreur. Je pense que l'Union européenne n'aurait pas dû lâcher ses politiques, mais par contre aurait dû imposer des droits de douane délirants à la Trump. Oui, parce que là on aurait dû faire du Trump. C'est le sabordage de l'industrie automobile. Oui, on n'avait qu'à mettre 600% de droits de douane sur les voitures qui respectaient pas ces normes-là. C'est comme Shane, c'est même plus un problème de droits de douane, ça devrait être interdit. C'est-à-dire qu'en fait l'Europe est censée être quelque chose qui nous aide et qui nous protège, et quelque chose qui passe son temps à nous donner des normes insupportables. Donc en fait, l'Europe est un projet magnifique qu'on a complètement raté. Donc peut-être qu'on va se réveiller à un moment donné, plutôt que de prendre des claques toute la journée. Surtout, et donc sur l'écologie, c'est typique. Oui. L'écologie, c'est un enjeu majeur de demain. On est en train de l'abandonner parce qu'on est incapable de faire en sorte que les fameux droits de douane sur les produits non écologiques qui rentrent en Europe, ils sont pas assez appliqués et pas assez forts. Voilà. Ouais, vous avez bien raison. Donc 2025, parce que vous êtes voyageur du monde de ses côtés, donc vous êtes obligé de faire attention, mais c'est une année moyenne. En ligne Voilà. avec ce qu'on a dit lors de nos derniers résultats, nos dernières informations, donc qui sera correct. Merci beaucoup. Merci à vous, Edwige. Patron de Voyageurs du Monde. Joyeuses fêtes, parce qu'on peut commencer à le dire maintenant, c'est dans une semaine. Joyeuses fêtes à vous aussi.